Acelerando el final de esta vida, sin amar algo sobre la tierra, miro siempre tu máscara blanca de tu rostro inerte. En las cuerdas que mueren sin fin, escucho la voz de tu belleza. En las pálidas multitudes de jóvenes ahogadas, eres la más hechizante y la más bella. Al menos en los sonidos, quédate conmigo. Tu destino fue tacaño de felicidad. Responde entonces con una sonrisa póstuma, burlona, con tus labios de yeso, tus labios encantadores. Vladimir Nabokov, Berlín, 1934. Fondé en 1871 à Paris, donc sur la rue Racine, au 19 rue Racine. Et il y a 5 générations de Lorenzi qui ont suivi l'atelier. Donc ça a commencé par Michel Lorenzi Ier et ça a terminé avec Michel Lorenzi II, le deuxième. Et moi, je suis le premier non-Lorenzi qui est à la tête de cet atelier. Par contre, l'atelier dans lequel on est ici était au départ, en 1880, quand ça a été construit, était un atelier en partie où il confectionnait des balais et des brosses. Donc c'est de la partie où on se situe maintenant. Et il louait d'autres petits ateliers. Donc il louait des ateliers, un atelier de souffleur de verre, un atelier de fabricant de savon, un atelier aussi de ferronnerie. Et tous ces gens-là, donc c'était une famille qui s'appelait Neveu Chevalier, à qui appartenait tout ce grand atelier. Et tous ces gens-là travaillaient pour Marie Curie, qui a son laboratoire juste à 300 mètres derrière nous. Le laboratoire existe toujours, on ne peut pas le visiter parce qu'il est radioactif. Qui fit parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amour, Madame Arthur, c'est une femme. Mademoiselle Neveu Chevalier est tombée amoureuse du souffleur de verre. Le souffleur de verre s'appelait Lorenzi. C'était un cousin des Lorenzi qui, eux, avaient fondé leur atelier de plâtre, moulage statuaire à Paris. Ils sont mariés, ils ont eu des enfants, ils ont vécu heureux jusqu'en 1943 où M. Lorenzi, le souffleur de verre, est mort. Et la vieille madame Feu Neveu Chevalier voulait plus avoir tout ce grand atelier à gérer, donc ils ont proposé aux Lorenzi de Paris de venir s'installer ici. L'atelier qui était au 19 rue Racine donc, était un atelier central parisien, mais il y en avait plein. Il y avait plein de mouleurs à Paris à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Le hasard a fait que notre atelier était le plus proche de l'Institut médico-légal. Donc, en effet, en 1902, si vous voulez l'histoire de la noyée de la Seine, en 1902, on trouve dans la Seine le corps d'une jolie fille qui vient probablement de se jeter à l'eau à cause d'un dépit amoureux, on ne sait pas. Peut-être quelqu'un l'a poussé, peut-être que c'était une peine d'amour, on ne sait pas. Donc son corps est sorti de l'eau et est ramené à l'Institut médico-légal. L'Institut médico-légal se trouvait à cette époque-là derrière la cathédrale Notre-Dame, donc au bout de l'île Saint-Louis, l'île de la Cité, entre les deux, quoi. Et le médecin légiste en charge ce jour-là regarde le corps pour savoir pour faire le papier de certificat de décès et la trouve tellement belle, tellement souriante et paisible pour une morte, surtout noyée, qu'il décide de faire mouler son visage. Il demande à un de ses assistants d'aller chercher un mouleur. Et évidemment, le mouleur le plus proche, c'était Lorenzi, au 19 rue Racine. Donc, Lorenzi répond à l'appel, donc il prend son kit de moulage, et puis il descend la côte Saint-Jacques, il va à l'Institut médico-légal, il fait un moule, attend que le moule sèche. Quand le moule est sec, il va faire un tirage, donne le tirage au médecin légiste, et puis retourne dans son atelier avec ses instruments de mouleur et le moule. Et du coup, arrivé à l'atelier, il se dit moi aussi, je vais faire un tirage et je vais la mettre dans la vitrine. Ça se faisait régulièrement, ça. Entre 1902 et 1907, Auguste Rodin, qui avait son atelier à Meudon, avait un secrétaire particulier. Et ce secrétaire particulier s'appelait Rainer Maria Rilke.
En effet, Rainer Maria Rilke était venu à Paris parce qu'il était un grand admirateur de l'œuvre de Rodin. Il voulait produire une monographie sur l'œuvre de Rodin. Donc ils ont travaillé ensemble sur les œuvres. Rilke a commenté, fait des textes en allemand sur les œuvres. Et Rodin et Rilke se sont tellement bien entendus que Rodin propose à Rilke le poste de secrétaire particulier. Rilke, tout heureux, accepte, va se prendre un appartement sur les quais de Seine et pour aller à son travail à Meudon, chaque jour, il prend une calèche, il monte un fiacre. Donc, il monte la côte Saint-Jacques, tourne à droite sur la rue Racine, passe devant l'atelier Lorenzi, va faire le tour du rond-point de l'Odéon et va à Meudon. Le soir, il fait le même parcours, mais à l'envers. Donc, pendant 5 ans, il va passer devant l'atelier Lorenzi presque à tous les jours. avec son chat, son chat, son chat. Rilke va s'enrichir de son environnement. Évidemment, c'est un homme sensible, c'est un poète. Il faut lire les élégies de Gounod qui sont vraiment un chef-d'œuvre de la poésie allemande et internationale. Mais bon, Rilke va s'enrichir de son environnement parisien et de cette expérience parisienne va naître un petit roman qu'il fera paraître à Leipzig en 1910. Et ce petit roman s'appelle Die Hefte von Malte-Loritz-Brege, donc les cahiers de Malte-Loritz-Brege. Les cahiers de Malte-Loritz-Brege, ça fait 110 pages, c'est pas un gros truc. C'est l'histoire d'un jeune homme qui étudie la philosophie à la Sorbonne. Il est un peu paumé, il traîne dans Paris, il a des pensées, c'est un long monologue intérieur. Et le pauvre Malte-Loritz-Brege, il ne sait pas trop quoi faire dans sa vie. Il arrive un jour devant la vitrine, je crois qu'on dit dans le roman, la vitrine de ce mouleur de la rue Racine, dans laquelle on peut voir le visage de cette jeune femme qui a été préservée pour l'éternité, simplement parce que quelqu'un la trouvait belle. Et là, il y a une longue réflexion sur la beauté, qu'est-ce que la vraie beauté, qu'est-ce que la mort. C'est en effet un visage qui porte à réfléchir là-dessus. Monsieur Lorenzi commence à avoir des commandes pour la jolie dame, la femme noyée, la noyée de la Seine. Et les commandes viennent de Vienne, de Prague, de Berlin, de Leipzig, de Dresde, de München, de tout ce monde germanique. Lorenzi, il s'en fout un peu, mais plus il a de commandes, plus il fait de visages. Donc finalement, sa vitrine est remplie de visages de la noyée de la Seine. Il y en a 10. André Breton et Louis Aragon. Et ils vont créer ce qui deviendra en 1924 le mouvement surréaliste. Ah, c'est surréaliste. Alors, quand ils arrivent devant la vitrine du 19 rue Racine, et ils voient une vitrine dans laquelle il y a 10 visages d'une jolie femme qui n'a pas de nom et qui est morte 20 ans auparavant, ils disent ça, c'est surréaliste. Elle est belle, souriante, entre la vie et la mort, et elle n'a pas de nom, elle est inconnue. Donc, André Breton rentre dans la boutique, achète un masque, Aragon achète un masque. Aragon va écrire un roman qui s'appelle Aurélien, qui tourne autour de ce masque. Breton va décrire le masque dans Nadja. Man Ray va faire des photos du masque, va faire des collages avec ses photographies, des photomontages avec le masque. Nabokov, entre Saint-Pétersbourg ou Leningrad et Los Angeles, va s'arrêter un certain moment à Paris et écrire un très très long poème en français où il nommera explicitement, c'est lui le premier à lui donner ce nom, Inconnu de la Seine. Donc en effet, cette personne qui est inconnue totalement est un peu la muse des surréalistes. Parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Vous avez la matériothèque, où Lélia est en train de préparer une expérience chimique hyper dangereuse, certainement pour faire des intérieurs de colonnes. Un jeu d'échecs, je pense qu'elle fait. Non, c'est pas ça? Un jeu de société. Ça, c'est une vraie gargouille. En 1944, il y a un soldat américain qui a été parachuté sur Paris et il a été hébergé chez les Lorenzi. Et pour les remercier, il a participé à la libération de Paris, ce soldat, et on lui a proposé de lui donner ce qu'il voulait de Paris, hein, quelque chose qui lui tenait à cœur. Et il a dit « j'aimerais une gargouille ».
Saludos a mis amigos mexicanos que son bienvenidos en París, en el atelier Lorenzi, cuando se gustan. sans réclame. Ahogados en el Sena siempre ha habido, pero a finales del siglo XIX, la morgue recibe a las familias de lunes a domingo para que los niños puedan ir a divertirse y reír junto con sus padres delante de los cuerpos inflados y a veces muy graciosos de los ahogados. Fue así como comenzó la historia de la ahogada de la desconocida del Sena. Lo mejor es alejar esta historia del morbo, porque en realidad los elementos míticos como la mujer, el agua, la muerte, nos invitan a pensar en Ofelia de Hamlet o incluso en el nacimiento de la diosa Afrodita, quien se dice naciera de la espuma del agua. Madame Arthur, c'est une femme qui Espero que hayan disfrutado de este paseo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo muy fuerte. fit parler. Aquí estoy, desnuda de cuerpo y de alma. Estoy aquí con esta sonrisa pasmada en mi rostro desde que mi cuerpo dejó de ser la morada de mi alma. Estoy en paz interna, olvidando la incertidumbre que fuera la existencia, hablando desde el lado que tanto nos aterra en vida, pero que no es sino un verdadero descanso. Cuando vivos, la memoria nos agobia de muertos, ya no existen ni pasados ni futuros. Propriétaire, rien qu'avec son je ne sais quoi. Madame Arthur, c'est une femme qui fit parler, 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 parler d'elle.